Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je prends un peu le lead, même si la vidéo sera un peu partagée des deux côtés, donc je vais me permettre de te présenter. Et tu me présentes, on fait cet exercice-là Bien sûr. rapidement. Donc Jacques de chez Sony Photo, un magasin photo qui est, comme son nom l'indique, à Soignies, en Belgique. Bonjour tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter en même temps. Non, 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 non. À toi, du coup. Et puis tout le monde connaît Pierre, on ne le présente plus. Donc voilà, vous êtes des fidèles abonnés de sa chaîne. Donc que dire de plus? C'est très gentil comme intro. Voilà, la présentation est très rapide Ah au ouais, final. parce- Il n'y a pas besoin de faire plus. Bon, on sera un peu moins rapide du coup pour parler du XH2S parce Ouais. qu'il y a beaucoup de choses à dire. Tu l'as testé pendant quelques temps. Vous voyez, On pas, a- assez, pas pas assez. assez longtemps. Moi non Voilà, plus, c'est jamais malheureusement. C'est jamais assez. On n'a pas du tout le même avis dessus. En tout cas, pas sur tous les points. Voilà, ben c'est bien, un peu de différence. Moi, je Donc, trouve que c'est important. On ne peut pas tout à toujours fait. être d'accord sur tout. Clairement. Voilà. Et donc, on en a un peu pour en parler aujourd'hui, Ouais. en long et en large, mais pas trop, quand même. Non, non. Ouais, voilà. Mais on a quand même beaucoup de bien à dire sur le produit. Il faut Bon. quand même rassurer. On commence? On y Ouais. va? Voilà. On commence par l'ergonomie? Ouais. Ouais. Vas-y. Je me permets de commencer. Alors, ici, du coup, équipé avec le 3314 et une cage de chez Small Rig. C'est une ergonomie que moi, personnellement, j'aime beaucoup, même si ça change pas mal des anciens boîtiers de chez Fujifilm. Je pense notamment au XT4 ou au XH1, qui se cache peut-être pas très loin d'ici. On va retrouver sur le dessus, à droite, un écran avec toutes les infos que tu veux y mettre. Je ne sais pas s'il est personnalisable. Je pense que oui, mais je ne l'ai pas fait. Bonne question. Je te laisse détailler. On a sur la gauche, du coup, la molette PSAM, beaucoup plus classique. On abandonne un peu l'ancienne ergonomie Fujifilm, avec des raccourcis de C1 jusqu'à C7. Un viseur, ça il faudra en parler aussi, parce que c'est un viseur qui est bien plus défini que sur le XT4. Absolument. Et ça fait du bien de le voir ici. Un écran orientable et tactile. Le tactile, j'ai pas l'impression qu'il fonctionne mieux qu'un XT4, Non. mais sur le XT4, ça fonctionnait déjà bien. Donc, en soi, on a fait le tour. Une grosse poignée. Un bouton on-off qui change un peu des XT4, hein, un vrai bouton qui tient bien. Dieu sait que j'ai pesté là-dessus. Et des connectiques un peu différentes. On va retrouver un Full HDMI, une prise casque, une prise micro, une prise USB-C et la batterie des XT4 et des GFX récents. Une bonne batterie qui tient bien. Autre chose à dire niveau ergonomie? Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, je suis plus mitigé. Donc, venant en fait XT2, XT3, XT4, en fait, moi, j'aimais bien en fait avoir toutes ces molettes en fait où je retrouvais vraiment tous mes jeunes directement. Et il y a des choses lesquelles je suis un peu perdu. Ce qui me rassure, c'est que le menu est identique. Donc là, c'est fantastique. Mais par contre, au niveau de l'ergonomie, la prise en main, ça, c'est vrai, elle est top. J'ai rien à dire. Mais oui, il y a des choses qui me manquent. D'ailleurs, tu parlais d'XT1, regarde. Je t'ai apporté XH1, merci. Je t'ai apporté une petite surprise. Donc, parce que moi, je l'ai jamais eu en main celui-là en vrai. Tu ne l'as jamais eu en main? Ah bah voilà. Donc, s'il y a quelqu'un que ça intéresse, qui n'hésite pas à nous contacter au magasin. C'est un modèle qui est neuf, qui n'a jamais tourné. Que tu viens d'ouvrir. Et que je viens de déballer. T'as même pété l'autocollant, c'est pour dire. Voilà, donc s'il y a un collectionneur que ça intéresse, qui n'hésite pas, qui nous envoie un petit mail. Ce sera mis dans la description, juste en dessous. Mais oui, tu vois, en fait, ça c'est quand même relativement proche en fait de ce qu'on se connaissait avec XT2, XT3 et même XT4, hein, si ce n'est évidemment l'ACL au-dessus, qui est quand même très très sympathique. Mais pour revenir à l'ergonomie en fait de XH2S, la première chose qui m'ennuie en fait, c'est cette molette de correction d'exposition sur le dessus qui a complètement disparu. Et ce qui me perturbe encore une fois, en fait, c'est que elle est connectée en fait sur la molette arrière en mode départ. Moi, sans avoir. Quand tu le sors de la boîte. Voilà, je le sors de la boîte, je le personnalise pas. Et donc moi, je me base toujours là-dessus parce que la majorité des clients en fait ne vont pas pousser les choses aussi loin que ce que tu vas le faire. Donc, moi, il est important que les clients trouvent tout de suite leur marque, puisque de toute façon, ils vont exploiter 50, 60, peut-être 70% plafond des possibilités du boîtier dans sa personnalisation, en tout cas. Mais donc, ouais, la fameuse palette ici, en fait, celle-là me manque aussi. Celle-là, elle me manque beaucoup. Les molettes cliquables à l'arrière, au niveau des loupes, moi aussi, ça m'ennuie. Mais encore une fois, ce sont des questions d'habitude. Il faut un petit peu revoir sa façon de travailler. On va s'habituer. Mais en attendant, avec toute l'expérience que tu as et que j'ai en Fuji derrière,
moi, ça me perturbe quand même beaucoup. Voilà, je comprends tout à fait. Des points. Alors oui, ce fameux bouton en fait ici à l'arrière, que je trouve qui n'est pas toujours aussi précis que la molette cliquable en fait quand on veut travailler. Donc il suffit d'appuyer un petit peu trop à gauche ou un petit peu trop à droite et allez, on n'est pas dans la fonction qu'on aimerait avoir et donc voilà. L'idée est très très bonne. Mais je trouve que le cliquet central, en fait, voilà, il va falloir s'y faire. Ok. Trouver le bon pouce. Ouais. Moi, je l'ai pris bien en main ce week-end. Je fais quand même. Oui, c'est vrai, tu as eu beaucoup plus de chance que moi. En fait, hein. Tu as pu le garder quand même. J'ai fait un bon millier de photos avec. Je me suis quand même bien amusé. Et j'avoue que je te rejoins sur le joystick à l'arrière. Je commence à bien l'aimer, mais qu'est-ce qu'il est nerveux. Oui. Notamment pour changer la zone de mise au point, on touche à peine le joystick et directement il va aller vers la gauche et du coup revenir à droite et tourner très vite ou aller en haut et puis revenir en bas. Bref, il est vraiment très nerveux, du coup très rapide. J'avoue que même après 2 jours d'utilisation, presque toute la journée, j'arrive pas encore à trouver le bon dosage de force à mettre sur ce joystick pour que il déconne pas en fait, parce que c'est presque ça au final. Non, c'est une question de feeling. Hein, c'est une question de feeling, mais il va falloir vraiment trouver la bonne force à mettre, tout simplement, la bonne prise en main. Ouais. Par contre, pour le clic, je m'y suis habitué. Là, au départ, j'ai eu du mal parce que je cliquais pas, je le déplaçais. Là, maintenant, j'arrive à bien juste cliquer ou déplacer. Donc ça va, ça fonctionne. Au niveau de la prise en main, moi, ça me dérange pas qu'il n'y ait pas la correction d'exposition. Je sais plus si tu en as parlé. On en a parlé un peu en off avant, mais j'utilise jamais ça en fait. Depuis que je suis chez Fujifilm, j'adore shooter en manuel parce que je gère ma vitesse, mes ISO et le diaphragme. Mais du coup, ici, je ne le fais plus, mais j'ai gardé comme l'habitude de vitesse sur la roulette avant, ISO à l'arrière et diaphragme sur l'objectif. Ouais. Donc, je garde ce feeling de shooter comme en manuel, et ça a l'avantage de ne pas bouger la correction d'exposition. En tout cas, ça n'a aucun bénéfice pour moi de le faire. Quoi. Mais c'est vrai, maintenant, moi, ce que j'aimais bien, c'est tu vois, en fait, tu as vitesse à l'avant, et puis après, tu pouvais travailler à l'arrière sur le diaph, en fait, si tu avais envie, quand tu étais en diaph automatique, ou si tu as un objectif, en fait, qui ne bénéficie pas, tout à fait. En fait, de comme le nouveau Sigma ou voilà, Tamron, exactement, ou de la bague de diaph. Et donc, quand tu prends un boîtier et que tu le sors de la boîte, c'est intuitif, tu le mets en mode M, et puis après, tu es parti. Ici, il faut le personnaliser, il faut déjà rentrer dans les menus, il faut déjà aller un peu plus loin. Ouais. Et donc, voilà, moi je me mets un peu à la place de mes clients et je trouve que c'est un tout petit peu perturbant. Je comprends tout à fait. Maintenant, encore une fois, il n'y a rien de mauvais ni d'irréparable, c'est juste une opinion personnelle par rapport à l'ergonomie. Tu parlais des menus juste avant. Moi, je les trouve un peu trop brouillons. C'est-à-dire qu'on commence à avoir beaucoup de choses dedans, et c'est une bonne chose, hein, c'est une bonne option que Fuji nous donne ici, c'est qu'il y a de plus en plus d'options différentes et très complètes, donc c'est vraiment un boîtier très complet, mais je trouve que c'est pas assez bien rangé. Je suis très carré dans mes menus, j'aime bien avoir des menus et des sous-menus pour bien m'y retrouver, et ici je trouve que dans l'onglet vidéo, il devrait y encore avoir quelques répartitions de façon par exemple à bien ranger les choses. Pareil pour la photo ou pour l'autofocus ou autre. Que ici je trouve que tout est au même endroit, et donc c'est un peu brouillon tout simplement. Mais l'avantage, c'est qu'il y a plein de boutons personnalisables sur le boîtier, ce qui permet, une fois que tu as passé 1 ou 2 heures dans ton canapé à bien paramétrer ton boîtier comme toi tu le veux, si c'est le tien, bien de plus retourner dans les menus, vu que quand tu as besoin d'une option, tu l'as sur un bouton personnalisable. Mais, tu l'as dit, peu de gens font ça. Moi, je vous conseille vraiment, quelle que soit la marque, quel que soit le boîtier, pas forcément celui-là, c'est de prendre votre boîtier en main et de jouer avec, d'aller voir chaque menu, chaque option, de façon à connaître votre boîtier sur le bout des doigts. Parce que plus on le connaît, plus on l'oublie. Et au final, c'est en l'oubliant qu'on fait de meilleures photos, j'ai l'impression. Oui, d'accord, avec tout à fait. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on dit aussi à nos clients qui achètent la nouvelle version. Ne partez pas tout de suite sur un reportage important. Faites-vous la main, surtout sur les boîtiers actuels. En fait, ce n'est pas parce que oui, je connais, je sais, j'en ai déjà eu 1 ou 2 avant. J'ai la version 3, je prends la 4, mais il y a des différences. Non, il y a des différences qui peuvent être importantes. La preuve, ne fût-ce que l'ergonomie qui moi, m'ennuie. Mais par contre, tu vois, sur les menus, étant plus photographe que vidéaste, moi, je suis rassuré. Parce que tout de suite, tu retrouves tes jeunes, l'ordre n'a pas changé, et donc là, tu es vraiment dans la continuité. Oui, effectivement. Bon, maintenant, encore une fois, rien n'est parfait. Non, tout à fait. Et chacun ses goûts aussi, je veux dire. Moi, j'aime bien que c'est bien structuré, etc. Je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il y a certainement moyen en fait, de subdiviser nettement mieux, mais en attendant, voilà, on prend le boîtier, on sait où on va tout de suite et on ne perd pas de temps. Donc les gens qui ont déjà eu des Fuji avant ne sont absolument pas perturbés en fait. Pas par les menus. Pas par les menus. Un peu par l'ergonomie. Oui.
Mais au final, après quelques heures d'utilisation, on s'y fait très vite. Voilà. Mais tu as eu plus d'heures que moi. Il est trop chanceux. Bon. Donc, tu voulais le comparer un petit peu au XH1 ou t'en as parlé rapidement au début? Non, j'en ai parlé un petit peu au début, mais on voit vraiment une différence, quoi. Donc ça fait déjà... Il a pris un peu de poids. Hein. Il a pris un peu de taille en tout cas. Oui, tout à du fait. 1 au 2. Mais bon, la poignée est plus courte. En fait, en termes d'ergonomie pure et dure, voilà, ça c'est quand même beaucoup plus agréable aujourd'hui. L'écran aussi, la définition du viseur, c'est vrai que sur le XH2S, elle est terrible. Oui. Et là, on voit vraiment on voit une vraie différence. Une vraie différence, une nette évolution avec un XT4. Et on en avait discuté, tu m'avais dit, il est très confort et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et surtout pour les gens, pour les porteurs de lunettes, en fait. Oui, tout à fait. Mais Fuji a toujours fait de très très bons viseurs. Mais là, ici, on sent réellement... Il y a un réel gain par rapport au XT4 qui est... Tout à fait. Et c'est un vrai plus en termes de confort. Ah oui, tout à fait. En photo comme en vidéo, parce qu'au final, avec les hybrides, j'adore filmer également en ayant l'œil dans le viseur. Ça permet d'avoir un point de stabilisation en plus, vu qu'on a l'œil plus les deux mains. Et c'est vraiment très agréable, ne fût-ce que pour la mise au point, grande ouverture, des choses comme ça. Donc celui-là, on va le cacher, il est fini. Donc, oui, mais il est en vente. Oui, mais je l'ai dit. Voilà. Mais donc, bon. On ne va pas faire la promotion d'un ancien produit. Promotion, j'aime pas ce gros mot. C'est un très gros mot. On ne va pas donner un... Non. Bref, il est en vente si vous le voulez, il est là. Gros changement majeur en tout cas me concernant, c'était vraiment la grosse avancée que j'attendais de Fujifilm sur la nouvelle gamme XH, c'est l'autofocus. Et clairement c'est au rendez-vous. Alors c'est pas encore parfait, en tout cas peut-être pas comme on le voudrait, mais il y a un réel changement par rapport à un XT4 et c'est beaucoup mieux. Là où sur tous les autres points, je trouve qu'un XT4 et un XH2S, ça va un peu taper dans la même cour. Au niveau résolution, c'est la même. Au niveau stabilisation, il n'y a pas un réel changement. Au niveau prise en main, c'est l'un ou l'autre. C'est vraiment là une question de goût. Au niveau autonomie, c'est pareil des deux côtés. Mais au niveau autofocus, je trouve que le XH2S, c'est une grosse révolution, en tout cas chez Fujifilm. Tu trouves pas que la STAP est meilleure sur celui-ci que sur l'XT4? Un poil, mais pas... La stabilisation du H2S est pas... comment t'expliquer ça? N'est pas aussi meilleur que le gap, le changement d'autofocus. D'accord. Sauf que l'autofocus est tellement innovant sur le H2S qu'effectivement la stabilisation est un poil meilleure, mais c'est pas ça qui va me faire changer d'un T4 à un H2S. Quoi. Mais sur l'autofocus, on est à 100% d'accord. Hein, donc là, clairement, le gain il est énorme. Ouais. Énorme. Tant dans le tracking que dans le suivi. Que dans la précision. Que dans la précision aussi, voilà, il est très bon. Par contre, moi, je mets quand même un bémol en fait pour les gens qui font un peu d'animalier, surtout en fait si on est sur des animaux en couleur uniforme. Donc le tracking suit très très bien, mais par contre l'autofocus fait encore des fautes. Alors après, bon. Ça reste un cas assez précis. Je vais nuancer mon propos parce qu'encore une fois, on vient d'avoir des grosses sorties sur des boîtiers autofocus qui sont Z9 R3 A1. Et donc, on est habitué maintenant à avoir vraiment des suivis qui sont monstrueux, chacun avec ses avantages et ses inconvénients. Mais pour une gamme qui est, bien plus chère au final. Hein. Bien c'est 2-3 fois le prix. On est bien d'accord. Mais et donc ici, en portrait, il fait vraiment le taf. Il n'y a rien à dire, il est hyper précis. Par contre, il y a encore un peu de travail à faire côté animalier. Mais maintenant... Une bonne mise à jour chez Fuji, ça devrait régler le problème. Oui, clairement. Parce que ça reste un produit qui va évoluer et je suis sûr qu'ils vont corriger le tir. C'est un boîtier qui va être là pendant quelques années. Ouais. 3, 4, peut-être 5 ans, on verra. Donc il y a en tout cas moyen pendant 3-4 ans de faire pas mal de mises à jour. Tout à fait. Et clairement, l'autofocus, c'est au niveau des algorithmes que ça pêche de temps en temps. Donc ça peut se travailler via mise à jour. Et c'est là où on voit la différence avec le capteur compilé qui permet quand même beaucoup plus de choses en autofocus aujourd'hui. Même dans la cadence de tir et autres. 40 images par seconde. Oui, c'est assez impressionnant. Oui, voilà, mais il ne faut quand même pas oublier que tu avais XT3 déjà il y a 3 ou 4 ans qui tournait à déjà 22 images secondes et qui était un boîtier révolutionnaire quand on comparait la prestation autofocus et la cadence de tir par rapport au prix où le boîtier était proposé. Ah oui, tout à fait. Et donc ici, 40 images secondes, Fuji ne fait que s'adapter en fait à ce que les autres sont capables de faire, mais il le fait bien. Ah oui, clairement, il le fait très très bien. Voilà. Donc au niveau photo, il n'y a pas une grande différence au niveau montée en ISO par exemple, des tests que j'ai pu en faire.
c'est très comparable à un XT4. C'est peut-être de temps en temps un poil mieux suivant la situation, mais on va pas avoir une réelle évolution. Attention, c'est pas un défaut, hein. Le XT4 était déjà très très bon en montée en ISO, donc le fait qu'il soit au même, c'est pas grave non plus. Faut pas oublier que c'est un APS-C aussi, hein. On Tout ne à peut pas fait. lui demander non plus d'avoir une montée comme un full. Non, et puis il faut donc, faire la différence aussi entre ce qu'on fait dans la vie pratique et les tests qu'on voit. Les tests, c'est très bien de monter à du 12, à du 32 000, à du 50 000 ISO. Oui. En pratique, est-ce qu'on le fait souvent? Pas tant que ça. De toute façon, ça devient quasiment inexploitable. Il faut être très clair, ça devient du boîtier de reporter. Oui, oui, tout à fait. Mais on ne fera plus jamais une photo de qualité à ces valeurs-là. C'est rare. Même sur les boîtiers de tout haut de gamme, quoi. Jusque 16 000, en fait, on s'en sort, mais 16 000, c'est un plafond. Ouais. Après, je trouve qu'on détruit vraiment très très fort la qualité. Ça doit dépendre des boîtiers, j'imagine. Je les ai quand même pas tous testés, mais j'ai en tête une réflexion de Vincent Munier. Je suppose que tu vois qui c'est, photographe animalier en France. Non. Qui a gagné je ne sais combien de prix et qui faisait la promotion du Nikon D3, D3S, D4, je ne sais plus. Et qu'il expliquait qu'en se retournant, il y avait un ours qui était pas loin de lui et qu'il a pu faire une photo où en fait il y a juste la truffe de l'ours, si on dit truffe, j'imagine, qui est éclairée par la lune et la photo a été prise à 100, 2000 ISO. Et il explique que l'image est peut-être pas très belle parce qu'il y a quand même du grain, mais au moins il a une image. Là où même à l'œil humain, il ne le voyait pas. Bien sûr, mais Donc, ces boîtiers-là étaient des boîtiers vraiment de reporter. Ah oui, tout à fait. Donc, et de nouveau, c'est des boîtiers à 5-6 000 euros. Oui, C'est et pas des le cas. boîtiers avec des définitions de 21 millions de pixels, justement, pour pouvoir en fait Monter en ISO. avoir des envolées en ISO qui étaient des envolées de ouf, mais il faut bien se rendre compte que les reporters ne dépassent jamais un A3 dans un magazine. Donc, Non, effectivement. ils s'en foutent. Mhm. Ils s'en foutent royalement. C'est voilà. Clairement. Pas du tout la même chose. Mais ici, il fait vraiment le boulot. Moi, c'est peut-être la petite déception aussi que je vais avoir, c'est qu'il ne fait pas beaucoup mieux qu'un T4. Ouais. Dans quel domaine tu aurais voulu? Mais en envolée en ISO, je trouve que, allez, s'il avait pu prendre vraiment une valeur en plus, ça aurait été vraiment très sympathique, quoi. Mais c'est toujours un petit bonus. Hein. Ouais, il n'y a rien à faire. Il y a rien à faire. C'est un petit bonus. Maintenant, voilà, comme tu dis, l'XT4 était déjà très très bon et on reste sur un capteur APS-C, donc on ne peut pas lui demander la lune. Non plus effectivement. Voilà. Bon, monter en ISO on en avait, dynamique c'est très similaire, Ouais, en tout cas en 2 jours de test c'était pas énorme, mais j'ai pas vu une grande différence non plus. Non, la dynamique du capteur, non, honnêtement je vois pas. Clairement, stabilisation effectivement c'est un peu meilleur, je l'ai plus remarqué en vidéo qu'en photo. En même temps, en photo, j'ai pas fait de basse vitesse, donc ça pouvait pas trop se remarquer non plus. Ouais. Et on le dit, l'autofocus qui est vraiment incroyable sur ce boîtier. Pour moi, c'est le meilleur que Fujifilm ait pu sortir, heureusement d'un côté, et qui vient quand même taper, comme tu l'as dit, sur des boîtiers qui sont à 2-3 fois le prix. On parle d'un équivalent au Canon R3, Sony A1, Nikon Z9. Ouais, sur l'autofocus, là, clairement, sur l'autofocus, il est au-dessus du lot aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose. En tout cas, il est hors concurrence dans son côté complet. Parce qu'il n'y a pas que la photo, encore une fois. Clairement. Voilà. Et je te fais une transition facile. Nickel. Transition pour la vidéo, eh bien on y va. Rapide mot d'intro pour ça, pour ce chapitre, si on peut l'appeler comme ça. C'est que moi, je suis utilisateur Fujifilm depuis 2020, juste avant Covid, donc depuis 2 ans et demi. Je suis arrivé avec le XT4. Et un peu avant d'avoir le XT4 en main, j'avais en tête que Fujifilm, c'était une marque de photos. Et uniquement de photos. Oui, il y avait peut-être de la vidéo dedans, mais pour moi, c'était pas du tout orienté vidéo. Et quand je suis arrivé avec le XT4, que j'ai vu qu'il y avait une belle dynamique, du log, du 10 bits en interne, des profils, enfin des simulations de films qui sont vraiment incroyables, de la 4K60 dans le boîtier, je pense que c'était un des premiers qui le sortait, je me suis dit, ok, ils font quand même des choses qui sont quand même pas mal quoi, dans le monde de la vidéo. Et quand ce XH2S a été un peu annoncé, en tout cas qu'on a vu les premières rumeurs, les premières infos sortir, j'ai rêvé de un peu plus de résolution, même si au final c'est plus pour me contenter qu'autre chose. C'est un peu comme la montée en ISO, c'est sympa si elle est là, mais si elle n'est pas là, je m'en passe très facilement. Mais par contre, j'aurais bien voulu avoir de meilleurs codecs, un plus haut taux d'images par seconde, et clairement, c'est dans le boîtier, on a de la 6K jusqu'à 30 images par seconde, de la 4K jusqu'en 120 images par seconde, on garde la 1080p en 240 images secondes, donc on a vraiment des images secondes qui sont assez, des framerate, j'ai pas le nom en français. C'est toi le spécialiste. Des framerates, bref, qui sont assez élevés, bonne résolution et surtout des codecs qui sont vraiment incroyables. On va garder le H264, le H265 qui était déjà présent dans le XT4, mais on va lui ajouter de l'Apple ProRes, que ce soit en proxy, en 4.2.2, en light. C'est tous des codecs qui sont entre guillemets simples à monter parce que ça ne demande pas trop de
de processeur avec les machines Apple, vu que c'est dans le nom, Apple ProRes, mais qui en même temps, propose une énorme qualité d'image par rapport à du H.264 par exemple, qui est un codec qui est beaucoup plus répandu. Bref, sur la vidéo. Sur la vidéo, c'est un boîtier ultra complet au final. Tout ce que vous voulez, on va le retrouver dedans en termes de résolution, de cadence d'image, j'ai retrouvé le mot, en termes de codec, en termes de stabilisation, d'autofocus, de simulation de film, j'ai rien à faire. Alors, moi j'ai vu en rumeur, ce ne sont que des rumeurs, on va en parler quand même. Oui, vas-y, Oui, moi. Il y a une nouvelle simulation de film destinée à la vidéo qui serait en travail, qui aurait dû sortir avec le H2S mais qui n'est pas prête, mais qui devrait arriver avec mise à jour. S'ils nous sortent quelque chose un peu dans les tons bleus, moi j'aime bien. Parce que je trouve que l'Eterna était très rouge, très dans les tons chauds. S'ils font un peu l'inverse, j'avoue que... Enfin bref, une question de goût et de couleur, le nom l'indique. Ouais, mais c'est marrant ça, tu as un peu les couleurs froides, toi. Je voyais un peu dans le style de Blade Runner. Un peu ce style très, très bleu, néon, comme ça. D'accord. Enfin, ouais, non. le cheval est d'accord en tout cas. Tout à fait. Mais, mais tu vois, dans les setups de colorimétrie, c'est vrai qu'on n'avait pas parlé de ça, mais c'est quand même aussi un des points forts de Fuji d'avoir tous ces différents modes qui sont disponibles. La crosse. La crosse, ouais. Quand la crosse est sortie, déjà le noir et blanc. Même quand la crosse n'était pas encore sortie, tu avais un boîtier chez Fuji qui te donnait un véritable noir et blanc avec les différents filtres rouge, vert, jaune que tu pouvais en fait pour changer tes contrastes, etc. Et donc ça c'était vraiment magique. Alors après la crosse, ça c'est la cerise sur le gâteau. Oui, on peut vraiment en faire des choses. Mais c'est même le paquet de cerises. Et est-ce que en fait l'Eterna dont tu parles, c'est oui c'est vrai c'est très chaud, mais c'est très doux. Donc, et donc, si tu remontes à l'époque, c'est comme quand tu étais en argentique, il y avait le Fuji Reala, qui était un film vraiment nickel, lissé. Et donc, j'ai jamais compris pourquoi l'Eterna avait tant de succès en vidéo, alors qu'en mode photo, quand tu fais du portrait, etc., c'est vraiment un mode très très doux. Ou quand tu fais du boudoir ou ce genre de choses, en fait, ça te donne une tonalité tout à fait très particulière, douce, très très douce pour les portraitistes. Okay. Et voilà. Et donc, ouais, moi, le bleu, le cyan, comme tu dis, c'est quelque chose qui me tente très bien. Ah bah, voilà. J'ai ta réponse. Si tu veux, je te prête un autre boîtier avec une colorimétrie plus froide et tu vas pouvoir t'amuser. Ça marche. J'ai ta réponse du coup. Pourquoi est-ce que l'Eterna est aimé par les vidéastes? Parce qu'il est considéré comme un demi-log. Ouais. C'est pas du log, c'est pas du f-log, mais c'est pas un profil d'image très saturé, très contrasté, vu qu'il est très doux, tu viens de le dire, ce qui permet de pouvoir le travailler sans y passer des heures non plus et avoir une image qui est vraiment excellente. Donc, en général, quand on tourne en Eterna, on a déjà une image qui est à 80% terminée, il ne reste plus que 20% pour ajouter la dernière touche, tout petit peu de saturation ou changer un tout petit peu la balance des blancs ou quoi, mais les 80% est déjà fait. Et tu vois, c'est ça qui est bien, le côté en fait plus vidéaste de ta part et moi mon côté photographe. Ouais, tout à fait. Voilà, on arrive à avoir une évaluation qui est plus complète. Voilà, une synthèse nettement mieux travaillée en fait de part et d'autre du boîtier, je trouve. Bon, en parlant de synthèse, on va peut-être commencer tout doucement à terminer cette vidéo en le comparant. Parce qu'on n'a parlé que de lui, mais on va parler un peu des autres. C'est difficile, hein. Ça va être difficile, mais on commence par quoi? Par le comparer à un XH2 qui va bientôt sortir, où on ne connaît pas encore tout, ou aux autres boîtiers déjà sortis? Je te laisse choisir. On va parler des autres d'abord. Je te laisse, vas-y. Ben, écoute, moi je trouve que c'est une très très belle réussite. Il est complet. Donc, tant en fait en vidéo, et tu le dis très bien, moi en photo, il me donne vraiment satisfaction. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des mises à jour qui vont venir compléter en fait les petits défauts qu'on a pu marquer aujourd'hui. Ça, j'en suis certain. D'ailleurs, c'est quand même un modèle de pré-série. Donc, oui, en plus, on n'a pas précisé ça. Voilà, il faut quand même le dire. Et donc, je suis convaincu que quand les premiers boîtiers vont arriver, on aura certainement déjà, soit tout de suite, soit juste après, des mises à jour qui vont déjà venir upgrader ce produit qui est déjà, en termes d'autofocus et autres, vraiment très très bien. Comparatif, il est dans le haut du panier. En termes d'autofocus, purement et simplement, il n'a pas beaucoup de concurrence, avec le capteur compilé qui est quand même une grande force. Le capteur compilé qui est au niveau de la visée, en fait aussi, le confort de visée que tu en retires par rapport au boîtier actuellement sur le marché,
allez, il n'y a pas ce passage au noir, il y a Non, vraiment, tout en à fait, c'est hyper confort. Donc, le viseur a du 120 images secondes, donc on ne sent pas le rafraîchissement, j'ai non, l'impression. non. Et bon, voilà, on n'a pas, moi, j'ai pas pu pousser sur une rafale maximum pendant très longtemps, mais je n'ai aucun effet néfaste en fait qui vient se mettre. Mhm. Il faudra le voir sur une rafale de 4, 5, 6 secondes pour voir en fait s'il est capable de tenir la cadence, mais on va rarement dans des extrêmes comme ça, quoi. En Oui, moyenne, c'est on plutôt dépasse rarement 2 secondes, surtout à 40 images secondes, parce qu'après, pour faire la gestion, c'est Ouais, c'est même pas au niveau de l'enregistrement, c'est vraiment au niveau de la gestion humaine, du je prends telle photo ou pas. Voilà, exactement. C'est le tri, quoi. Mais non, le boîtier est vraiment très très bon. Après, on verra en fait quand les premiers canons vont vraiment arriver sur le marché avec le nouveau R7 quand même, hein, parce qu'il y a quand même une différence de prix, mais est-ce qu'il sera aussi complet au final quand on l'aura testé? Ça, on répondra après. Après, bah, on a des marques comme le Pana et l'Olympus. Hein, personnellement, moi je ne suis pas fan ni de l'un ni de l'autre. Chacun a leurs avantages et leurs défauts, mais les capteurs micro 4 tiers, moi j'estime qu'aujourd'hui, ça n'est plus. Je vais me faire beaucoup d'ennemis là, je suis désolé. Mais voilà, je trouve que ça devient un marché de niche. Et puis les autofocus m'ont beaucoup déçu. Ouais. Beaucoup déçu. Donc par rapport au prix que les boîtiers sont proposés, on est quand même aussi dans une gamme de prix de 2002-2005. Je suis désolé, moi j'ai un réel problème à vendre ce type de produit au magasin. J'ai du mal. Franchement, je peux comprendre. Voilà, au-delà de toute autre considération, c'est compliqué. Voilà. Bon, tu as commencé ta phrase en disant c'est un boîtier très complet. Moi, j'aurais déjà terminé là, dans le sens où effectivement, il est tellement complet qu'il va reprendre tous les avantages et tous les points forts des autres boîtiers présents sur le marché. On a un GH6 qui est génial en vidéo, comme l'était déjà le H5 ou le H4. Ben, le H2S va taper dans la même cour avec un capteur un peu plus grand, vu qu'on est ici sur un capteur APS-C et pas micro 4 tiers. Tu as parlé d'autofocus, des boîtiers haut de gamme, on en a parlé, on ne va pas en revenir, mais il l'embarque. Une rafale qui est vraiment dingue. Une prise en main que j'aime énormément, c'est vraiment une question de goût, hein, quelle que soit la marque ou le boîtier que vous voulez acheter. Allez en magasin pour le prendre en main, parce que le voir en image c'est bien, mais quand même, hein, des fois on se dit que tiens, tel bouton il tombe pas si bien sous le pouce ou telle chose, ou ne fût-ce que le viseur par exemple. Ouais. Les couleurs, ça, voilà, c'est le point fort de chez Fujifilm depuis des années, les couleurs sont juste incroyables. Donc, avoir goûté au Fuji en termes de colorimétrie, c'est compliqué de revenir après. C'est compliqué de revenir derrière, et d'ailleurs, tous les photographes professionnels, même si c'est un petit boîtier, ils ont tous un Fuji dans leur sac. Ouais. Ils ont très souvent un X100 ou un X Pro. Moi j'ai encore un X30, tu vois, dans mon sac qui est. Je ne connais pas celui-là. C'est le dernier compact qu'ils ont fait. Ouais. Et moi qui m'accompagne partout parce que en fait, tu as déjà un viseur, en fait, tu as un tout petit zoom dessus. Et donc, je te le montrerai. Ouais, avec grand plaisir. Parce que ça, c'est dommage que c'est un produit qui n'aurait pas dû arrêter. Maintenant, tu viens de le dire par rapport aux les points forts en fait, des différents produits sortis. Que ce soit en fait chez Panasonic ou chez Olympus, mais moi je vais même rajouter Sony derrière. Faut bien se rendre compte que quand tu avais un A7 III qui était sorti, ça a fait une révolution. Ouais, quand tu as un GH5 qui est sorti, ça a fait une révolution. Quand l'OM précédent, le haut de gamme en OM, était sorti, ça a fait aussi une révolution, un pas de géant. Les trois boîtiers qui sont sortis derrière, A7 IV, GH6, le dernier OM. Oui, j'ai plus le nom complet. Mais ouais, moi non plus. Mais le level, tu vois, en fait, on a senti que les gens étaient un petit peu déçus. Alors oui, le produit est meilleur sur pas mal de choses, mais le step était moins important. Ici, clairement, là, en fait, on a dépassé tout le monde, et par rapport à un XT4, c'est incroyable. Ouais. Allez, l'évolution est monstrueuse. Donc là, oui, le boîtier n'est pas bon marché, mais son prix est justifié, je trouve, par rapport à ses prestations aujourd'hui. Donc voilà, un petit effort sur le prix Fuji la prochaine fois, ce serait sympa. Ça serait cool. Donc on a parlé prix et vente, du coup j'ai ramené également les deux accessoires qui sont vendus avec. Enfin deux accessoires, peut-être d'autres. Pas vendus avec. Pas vendus avec, mais vendus en possibilité, pardon. S'il te plaît. Après, vous pouvez faire une commande de groupe. Hein. Bien sûr, pourquoi il y a pas. 2 grips qui ont été annoncés. Ici, il n'y en a qu'un, c'est le grip entre guillemets classique avec juste le report des boutons, déclenchement, focus, roulette, etc. Et le ventilateur. Alors, le ventilateur, moi, quand je l'ai vu sortir, je me suis dit, aïe, ils sortent un ventilateur, ça veut dire que le boîtier va surchauffer directement. Et en fait, non. Alors, hop, je vais te le sortir pour éviter les bruits. Voilà.
Le boîtier, sans ventilateur, ne surchauffe quasiment jamais. Là où il a annoncé en surchauffe par Fujifilm, alors de nouveau ce serait à tester, c'est en 4K 60 images secondes dans une pièce où il fait 40 degrés et lorsque tu filmes pendant plus de 40 minutes. Ça fait déjà beaucoup de conditions, je trouve. Alors ça peut arriver, notamment quand tu filmes des pièces de théâtre, c'est souvent des pièces où il fait très chaud. Maintenant du 4K 60, est-ce que tu vas l'utiliser en théâtre? Je ne sais pas, mais bon, chacun ses goûts. Mais du coup, avec le ventilateur, tu passes de 40 minutes à 120. Ce qui permet de quand même filmer pendant 2 heures avant d'avoir un témoin de surchauffe. Et c'est pas parce que tu as un témoin de surchauffe que le boîtier s'arrête directement. C'est juste, pendant 120 minutes, tu es garanti de ne pas avoir de témoin de surchauffe. Après, il peut s'arrêter n'importe quand. Mais n'importe quand, ça veut dire qu'il peut encore durer quelques temps, mine de rien. Ouais. Donc je trouve ce petit accessoire plutôt très sympa et c'est cool qu'il soit en possibilité avec et pas vendu avec. Parce que s'il était directement dans le boîtier, ben on aurait on aurait du coup perdu en compacité, le boîtier aurait été plus gros, un peu comme un SH, on aurait vu les grilles, il aurait été sans doute plus lourd également. Et moi personnellement, ben, j'ai pas besoin d'un ventilateur, donc je suis très content qu'il soit pas intégré dedans. Et plus bruyant. Et plus bruyant, effectivement. Parce que voilà, en vidéo c'est clair que c'est important, mais quand tu es en mode photo et que tu es en shooting et avoir ce bruit à l'arrière, c'est assez ennuyant. C'est monstrueux, je trouve. Et même dans le boîtier, dans les menus du boîtier, là où je trouve assez brouillon de nouveau, c'est que dans le mode vidéo, tu peux aller trouver la surchauffe et donc pouvoir activer tout le temps le ventilateur, pouvoir l'activer seulement au-dessus d'un certain degré ou au-dessus d'un certain temps d'enregistrement. Donc ça permet également de pouvoir gérer le ventilateur supplémentaire directement depuis le boîtier et je trouve ça plutôt sympa. Bémol, quand tu mets le ventilateur, tu ne peux plus refermer l'écran vu que le ventilateur se visse à l'arrière et donc quand tu le mets, tu ne peux plus le fermer. Donc tu es obligé d'avoir l'écran sur le côté. Maintenant, en général, si tu mets le ventilateur, ça veut dire que tu filmes et donc que tu as besoin de l'écran. Voilà, en général. Bon. Et alors le grip? Ah oui, le grip, mais moi, j'ai pas. Voilà, ça c'est le grip classique qui va encore augmenter la prise en main parce que, encore une fois, moi ça va, je n'ai pas de grandes mains, mais j'ai parfois certains clients en fait dont le petit doigt en fait va dépasser en dessous et donc ça reste quand même un confort en fait d'avoir un grip supplémentaire. Et alors. Même pour le portrait. Et pour le déclenchement vertical, c'est quand même un énorme plus. Par contre, on parle d'un deuxième grip que je n'ai pas encore vu et que je n'ai pas encore eu les specs, mais il va servir à quoi celui-là? Le deuxième grip, il va embarquer toute une technologie pour transmettre les images au plus vite. Tu vois souvent sur le bord de terrain de foot tous les boîtiers qui sont câblés en Ethernet. Oui. Le but ne serait plus de câbler en Ethernet, mais que par le grip, les photos puissent s'envoyer en FTP, que tu puisses contrôler ton boîtier à distance, d'où le fait d'avoir le nouveau zoom 18-120 qui est motorisé. Okay. Tu pourras gérer via l'application qui va sortir, parce que je pense qu'on ne parle pas ici de l'application qui existe déjà, jusqu'à 4 boîtiers XH2S avec le 18-120, juste via l'application. En disant, ben là, je veux 35 mm ou je veux zoomer pendant tel temps, etc. Donc tout ça sera géré via le deuxième grip. C'est toujours sympa. Ça n'empêche que dans le boîtier de base, tu as quand même le Wi-Fi, le Bluetooth, toutes les applications basiques, si je peux dire en tout cas. Sur ce point-là, tu avais beaucoup plus d'infos que moi. Ouais, ben voilà. Bon, il n'y a plus qu'à parler rapidement du XH2 pour conclure. Le deuxième boîtier, celui qui va arriver d'ici quelques mois, du coup, parce qu'on parle de début septembre. Beaucoup attendaient directement... Ouais, si tout va bien. Il arrive début septembre. Parce que, en tout cas, annoncé. Après, ce qui va sortir en magasin, c'est autre chose. Ça va être autre chose. Des premiers retours que j'ai vus sur les réseaux, beaucoup de gens attendaient que ce XH2S monte directement en résolution. En tout cas, n'ait pas la même résolution qu'un XT4. À mon avis, la plupart des personnes attendent du coup une plus grosse résolution du type d'un XH2 qui devrait du coup sortir, effectivement, comme tu l'as dit, en septembre, mais au prix d'une montée en ISO qui sera, en tout cas, normalement plus basse. En tout cas, d'une envolée qui sera sans doute moins bonne, vu que le capteur ne sera pas empilé, vu que c'est du 40 millions de pixels. Donc ce sera un boîtier qui est en fait totalement différent. Ici, le XH2S embarque le S pour speed, pour vitesse, et c'est, je trouve, un bon mot pour résumer ce boîtier. C'est un boîtier qui est très nerveux et très précis. Dans son autofocus, dans son nombre d'images par seconde, que ce soit en vidéo ou en photo, c'est un boîtier qui est très réactif. Là où je pense que le XH2, il faudra peut-être plus prendre le temps de faire la photo, typiquement du paysage ou du packshot ou des choses comme ça. Quoi. Ou les gens qui sont plus habitués à travailler en fait en studio et donc en tout cas un rythme plus lent. Quoi. Un rythme beaucoup plus lent, donc une résolution qui doit être normalement bien supérieure, mais évidemment avec des envolées en ISO qui ne seront pas du tout les mêmes. Enfin, non, c'est rien ça au final. On est d'accord, mais ce serait étonnant. Moi, je serais quand même assez surpris, à moins qu'ils nous mettent là aussi un capteur empilé en fait, pour pouvoir y arriver, mais je ne suis pas sûr que ce soit dans le spec aujourd'hui.
Donc là, on va se retrouver avec une différenciation de produit un petit peu comme on a chez Nikon entre un Z6 II et un Z7 II. Un boîtier qui est plus typé en fait en termes de résolution, studio, pur et dur, et un autre qui est beaucoup plus polyvalent, beaucoup plus nerveux, beaucoup plus accessible dans toutes les situations possibles. Donc, oui, tout à fait. Et je pense qu'on va se retrouver, mais on ne va pas extrapoler trop. Non, ce sera l'objet d'une deuxième vidéo. Oui, voilà, pourquoi pas. Clairement. On verra comment celle-ci se passe et puis on verra bien. C'est vrai ça, on n'a pas encore parlé des possibilités, des abonnements et autres. Si vous êtes encore là après 40 minutes de vidéo... Oui, c'est vrai, vous avez vu, on est très gentil, on le fait vraiment à la fin. Donc d'abord, chose importante, la vidéo n'est pas sponsorisée, hein, même, il faut quand même le dire. Donc on dit absolument ce qu'on veut. Et pour moi, c'est un critère très important et je pense que pour moi également, aussi, c'est primordial. Secondo, quand même merci Fuji. Belgique, de nous avoir gentiment prêté le boîtier, de nous l'avoir laissé un peu de temps malgré toutes les difficultés qu'on a eues pour l'avoir, vu la liste d'attente et autres. Mais en tout cas, merci à eux. Et puis, si vous voulez, mais toi comme moi, à un moment donné, quelque part, qu'on continue à vous donner un avis objectif. Indépendant. Indépendant, voilà. Personnel et indépendant, n'hésitez pas, abonnez-vous, que ce soit chez lui, chez moi ou chez les deux, c'est encore mieux. Ouais, effectivement. À laisser un j'aime et un commentaire. Voilà, ça aussi, la vidéo. Parce que c'est grâce à cela que les marques acceptent aujourd'hui de nous donner en fait du matériel en test. Et donc, si vous voulez que ça continue, à un moment donné, il n'y a pas de secret. De toute façon, c'est pas en Belgique qu'on va gagner de l'argent avec YouTube. Il faut être très très clair. Ça paye même plus le plein maintenant. Non, exactement. Moi, ça n'a jamais été le but premier en fait de cette démarche. Mais voilà, les marques ne regardent que ça. Aujourd'hui, c'est le nombre d'abonnés qui prime pour pouvoir bénéficier en fait de tests de cet acabit. Clairement. Et donc, si vous voulez d'autres vidéos comme ça, j'aime, commentaire et abonnement. Voilà. Et je pense que c'est une belle manière de terminer la vidéo. Ouais. Il me semble. Voilà. Bonne soirée. On espère qu'on n'a pas été trop long et que vous êtes toujours là, en fait, juste pour le mot de la fin. À bientôt. À bientôt tout le monde. Ciao.